bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Musical Reaction. Alors non, comme vous pouvez le constater, je n'ai toujours pas de décor propre, j'en ferai un probablement quand je déménagerai. Donc voilà, j'ai juste filmé à un autre angle de ma chambre comme d'hab et voilà, j'ai juste ici mis le petit livret pour quand même mettre un tout petit peu dans l'ambiance, mais voilà, je sais que c'est pas ouf. C'est comme ça, voilà. Alors du coup aujourd'hui sans suspense parce que vous l'avez lu dans le titre et que vous le voyez très bien ici sur le livret, on va parler de Roméo et Juliette. Oui, encore, parce que j'adore m'acharner sur cette pièce. Je crois que vous auriez commencé à le comprendre. Non, non, ce n'est pas une blague, c'est bien un musical reaction sur Roméo et Juliette. Oui, la pièce française que j'ai analysée, dont j'ai fait un musical remake et qui m'occupe et me désespère depuis tant d'années. C'est bien ça, je l'ai vue en vrai, elle a été rejouée en français après un bon paquet de moments, peut-être 10 ans, un truc comme ça, je veux pas dire de conneries, de toute façon dès que je dis une connerie je me corrige en sous-titres, donc voilà. Mais voilà, c'était pas rien comme événement. Donc oui, après tout ce temps, à parler de cette pièce, à désespérer contre les chansons, je l'ai vue en vrai. J'ai eu l'immense honneur de la voir en vrai. Les Rois du Monde, Vérone, La Haine, etc., etc., les Montaigu, les Capulet, j'ai vu tout ça en vrai. Et on va en parler. Avant toute chose, je tiens à m'excuser parce qu'au moment où je tourne, il fait extrêmement chaud. Du coup, j'ai une fenêtre ouverte. Et déjà, les fenêtres fermées, les voitures dans la rue, on commence à connaître. Mais du coup, les fenêtres ouvertes, c'est encore pire. Donc, s'il y a du bruit, je m'en excuse. Et je m'excuse pour les reflets dans les lunettes qui sont toujours aussi chiants. Et bah voilà, on s'en fiche de ça. On s'en fout. Parlons de la pièce. Alors du coup, j'ai été voir le 10 juin dernier, le 10 juin 2023, au Centre culturel d'Oderghem, la comédie musicale Roméo et Juliette, ou de son nouveau titre, sur un air de Roméo et Juliette, parce que voilà, c'est une version un peu modernisée. Après, modernisée, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en savais rien, vu que je ne m'étais absolument pas fait spoil. J'avais vu des affiches, j'ai instantanément acheté mes places, j'ai été voir aucune image, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je ne savais pas à quoi ressemblaient les acteurs, je savais pas si le code couleur des costumes, etc. allait être respecté, si j'allais vraiment me retrouver dans l'ambiance habituelle de la pièce ou si c'était une version vraiment moderne qui n'avait pas grand chose à voir avec l'original à part peut-être les chansons. Je n'en savais rien. J'avais des appréhensions, j'avais un peu peur. Un peu peur, pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, j'avais peur que la version visuellement parlant, ça n'avait plus rien à voir avec Roméo et Juliette, que même si du coup là le livret, avec le cœur enflammé, bien année 2000, là on est déjà dans le truc, donc voilà. Mais est-ce que ça veut dire, parce que j'en ai vu des adaptations de Roméo et Juliette modernisées, il y en a, les chansons sont les mêmes, mais ça dégage pas du tout la même chose. En fait, ce dont j'avais peur, c'est de voir une version de Roméo et Juliette qui soit sympa, mais que ce soit un peu la version Wish, que c'est une troupe amateur qui reprenne la pièce, et puis ça se limite aux chansons, et que le reste soit vraiment pas fou, et que je me retrouve pas vraiment dans l'ambiance. Et avec tout ça, du coup, j'avais peur de finalement ressortir avec l'impression d'avoir vu une version de Roméo et Juliette, la comédie musicale, mais que j'ai pas le sentiment d'avoir vraiment vu la pièce en question. Je veux dire, la pièce quoi, Roméo et Juliette. Trêve de blabla, du coup, parlons de la pièce tout de suite. Alors, je vais pas y aller par quatre chemins. Est-ce que je suis ressorti avec l'impression d'avoir vu une version Wish de la pièce? Non. Ah non, non, clairement pas. Je suis ressorti de là complètement hypé. Je suis ressorti de là, je me suis dit, waouh, j'ai vu Roméo et Juliette, j'ai vu cette putain de pièce en vrai. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que tout était parfait? Non. Ah non, non, loin de là. Il y avait des trucs qui n'allaient pas du tout, d'autres trucs qui étaient incroyables. Et on va parler tout de suite de qu'est-ce que le quoi du comment. Alors, je vais commencer par les points négatifs, dont le premier point négatif qui est le truc qui sautait vraiment le plus aux yeux. Les costumes étaient éclatés au sol. Ah mais quand je dis éclaté au sol, c'est vraiment éclaté au sol. Alors déjà, est-ce que le code couleur était respecté? Oui. Et je crois que c'est le seul point positif que j'ai à dire sur les costumes, parce que j'ai beau chercher, à part le fait que le code couleur était respecté, code couleur qui a quand même une très grande symbolique et donc une très grande importance, donc c'est pas un détail si anodin que ça, mais malgré tout, à part ça, j'ai beau chercher, je trouve vraiment aucun truc positif à dire sur les costumes. J'en suis navré, mais entre les tissus cheap, les coupes cheap, les tailles qui ont l'air de pas du tout fitter avec la personne qui les porte et l'incohérence générale, il y avait vraiment rien qui allait. Mais bon, entrons plus en détail là-dessus. Alors, quand je disais
l'incohérence générale, je veux parler niveau design des costumes en eux-mêmes. Alors, déjà, ils étaient éclatés au sol parce qu'ils étaient visuellement moches, mais je reviendrai là-dessus après, parce que le gros point négatif aussi, c'est que même s'ils avaient été tous incroyablement bien faits, bien patronnés, bien coupés dans des beaux tissus, ça aurait posé problème parce qu'il y avait une totale incohérence dans les vêtements des gens. Autant, par exemple, je reprends les deux versions dont j'ai parlé, dans la version originale, on a des vêtements inspirés du Moyen-Âge, mais faits dans des tissus style simili-cuir, latex, etc. Ils gardent tous la même direction, le même objectif, pareil dans la version japonaise, où là c'est des tenues plus modernes avec certains inspirés de vêtements d'époque, même si, bon, tous les vêtements d'époque ne sont pas... On gardait dans tous les cas une certaine cohérence. Là, dans le design des vêtements que portaient les acteurs, il y avait vraiment aucune cohérence. Il y en avait qui avaient des vêtements qui faisaient vraiment très moyenâgeux. Il y en avait qui étaient dans des trucs plus renaissance, etc. Il y en avait qui étaient dans des trucs plus époque victorienne avec des queues de pie, etc. Il y en a qui avaient des vestes en cuir et des jeans. Il y en a qui avaient des vêtements style vêtements de sport. Enfin vraiment, il y avait vraiment aucune cohérence. Ils étaient tous habillés n'importe comment, entre guillemets, n'importe comment, parce que tu comprenais pas où ça se situait. Pourquoi t'en as un qui arrive avec sa veste en cuir pendant que l'autre a une queue de pie en coton. Et c'est comme ça pour vraiment tous les acteurs. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment trouvé des vêtements rouges pour les uns, des vêtements bleus pour les autres, qu'ils ont juste respecté les couleurs et que après à quoi ressemble le vêtement, ça on s'en fout. Et je crois que c'est pas qu'une impression, que c'est vraiment ce qu'ils ont fait, parce que comme je le disais, il y en avait qui avaient des vêtements pas du tout adaptés à eux. Dans le sens où il y a plein de gens, surtout les personnages féminins, ça se voyait que les costumes étaient pas à leur taille. Il y en a une à un moment, elle arrive avec une robe qui fait très robe de déguisement, et je crois même que c'était vraiment un déguisement. Et d'ailleurs, je crois que c'était un déguisement de réponse dans Disney. Voilà, on va dire que j'ai rien vu, mais j'ai vraiment l'impression que c'était ça. Voilà, mais bref, sa robe elle était 1000 fois trop petite pour elle, ça se voyait qu'elle n'était pas à l'aise. Il y en a d'autres, par exemple le mariage de Juliette, sa robe était trop grande pour elle. Il y a eu d'autres passages comme ça où des robes étaient trop grandes pour des danseuses et chanteuses. Bref, on voyait très bien qu'aucun costume n'avait été fait pour la pièce. Et encore, s'ils avaient trouvé des beaux costumes qu'ils avaient loués quelque part ou quoi, ok, mais là, il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Comme je le disais, entre ceux qui sont des déguisements, mais avec le tissu déguisement qui ressemble à des tissus doublures pour faire l'extérieur du vêtement, entre ceux qui sont avec des tissus un peu plus classiques, genre coton, etc., mais qui sont coupés n'importe comment et qui tombent n'importe comment. Et puis, on avait aussi les fameuses tenues de sport qui sont un peu des tenues, allez, trouve ce que tu as chez toi, mets un t-shirt rouge et on va te rajouter un espèce de volant rouge à la taille, où on a trouvé une écharpe qu'on va te mettre à la taille et c'est bon, ça passe quoi. Mais non, ça passe pas du tout. Et c'était vraiment le cas pour tous les costumes, mais vraiment tous. C'était vraiment pas beau, ils étaient moches, ils allaient pas ensemble, ça se voyait qu'ils étaient pas du tout achetés pour la pièce, ou même faits pour la pièce, enfin ça... Bref, voilà. Ok, c'était joué au centre culturel d'Other Game. Si c'est joué au centre culturel d'Other Game, c'est que le budget est pas giga élevé, sinon ça aurait été joué ailleurs, dans une grande salle plus connue, pas dans un centre culturel. Mais même si t'as un budget moins élevé, t'as moyen de faire des trucs bien en fonction de ton budget, parce que là c'était vraiment n'importe quoi. Quitte à ce que tous les acteurs aient des costumes très simples, mais bien faits, bien coupés, qui leur vont bien, qui soient tous assortis les uns les autres, ça aurait été mieux que d'essayer de faire des trucs et qu'au final le résultat c'était n'importe quoi. Je suis désolé, c'était n'importe quoi. Je sais que sur le coup il y a d'autres trucs comme ça qui me marquaient en regardant les costumes, mais là il y a pas tous les exemples qui me viennent non plus en tête, mais bon, vous avez compris l'idée, ça sert à rien que je déblatère pendant 3 heures dessus en disant absolument tout ce qui n'allait pas. Globalement c'était ça. Les couleurs étaient respectées, juste Comte Paris était habillé en rouge. Alors est-ce que c'était pour la symbolique qu'en fait il appartient un peu au clan des Capulets, etc. Moi ça me dérangeait pas le fait qu'il soit habillé en rouge, parce que oui, effectivement on peut le considérer comme étant dans le clan des Capulets, même s'il ne fait pas partie du clan des Capulets, il veut quand même épouser Juliette. Voilà, le fait qu'il soit en rouge ne me dérangeait absolument pas. Après, est-ce qu'il était en rouge parce que eux avaient trouvé le déguisement rouge qui lui allait bien et qu'ils n'avaient pas autre chose que pour la réelle symbolique? Je crois pas que c'était une volonté de le faire spécialement en rouge. Je crois juste qu'ils avaient ce costume sous la main, en toute honnêteté, et je dis pas ça de manière médisante, je pense vraiment que c'était le cas. Pour le mariage de Roméo et Juliette, ils étaient tous les deux en blanc. Il y a juste un petit truc qui m'a dérangé, c'est le passage du combat entre Tybalt et Mercutio. Un moment pour montrer qu'il cherche la bagarre. Mercutio enlève sa veste bleue, mais son pantalon était noir, sa chemise était noire, il y avait que sa veste qui était bleue. Du coup là, d'un coup, il a plus les couleurs de son clan, alors que le combat entre Mercutio et Tybalt,
c'est le combat où l'opposition des deux clans est le truc le plus marquant. Donc là, je crois qu'il aurait pas dû enlever sa veste parce que du coup, là, la symbolique, elle est totalement disparue. Comme je disais, ça peut paraître un détail, mais en ce qui concerne Roméo et Juliette, c'est très très loin d'être un détail. Et je me rends compte que je suis extrêmement rouge. Oh là là, je meurs de chaud, c'est terrible. Vive l'été. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour les costumes. Du coup, maintenant, passons à l'autre point négatif qui est, d'un premier coup d'œil, pas celui qui se remarque le plus, comme je l'ai dit juste avant, mais c'est pour moi, le point dont je vais parler maintenant, le plus gros truc négatif de la pièce. La régie a fait n'importe quoi. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vais parler de la régie, mais là, le level n'importe quoi que c'était. Ah, mais j'aurais été le réalisateur, j'aurais vu ça, j'aurais été, mais énervé de ouf. Déjà, moi en tant que spectateur, j'étais scandalisé par ce qui se passait parfois. Ah, si j'étais le réal, je serais vraiment pas content. Et à la fin, le réal est venu sur scène à remercier toute l'équipe, dont la régie. Oui, alors non en fait, non. Au moins, cette pièce m'aura appris l'importance d'un bon éclairage sur scène. Je m'explique. Alors, l'éclairage était extrêmement mal géré. Donc on avait, je parlerai du décor plus en détail après, mais on avait d'une part la scène quoi, le sol, et d'une autre part un espèce de décor à l'arrière où on avait ce qui pouvait servir de chambre de Juliette, de balcon, etc. Enfin voilà, on avait 2 étages. Le fameux spot, je ne sais plus comment on l'appelle exactement, mais le spot de loin qui est là pour braquer la lumière sur un acteur en particulier, mais il y avait évidemment aussi des lumières au plafond qui pouvaient éclairer du coup le 2e étage ou même la scène sur les côtés, etc. Aucune lumière n'était bien gérée en fait. Les lumières du haut, pourquoi elles étaient mal gérées? Alors déjà, ça commence avec Vérone, donc c'est le prince de la ville qui commence à chanter. Il m'a fallu au moins 20 bonnes secondes avant de trouver où il était. En fait, il était surélevé et les lumières au début, avant qu'il commence à chanter, qui étaient les lumières du plafond, braquaient le sol pour montrer les danseurs, etc. Mais lui qui était là au-dessus, quand il a commencé à chanter, les lumières du plafond qui braquaient le sol passaient devant sa gueule et du coup, il était super blanc, il n'était pas du tout éclairé, les lumières lui passaient complètement à travers, on le voyait pas, il était complètement caché par les lumières en fait. Et c'est arrivé plusieurs fois que l'action se passe dans l'étage supérieur, mais que la lumière soit braquée vers l'étage du bas et que du coup on voit pas les gens qui sont en haut parce qu'ils sont cachés par les lumières en fait. Mais vraiment, la lumière qui était le plus mal gérée, c'est le fameux spot, je sais plus comment il s'appelle, ça m'énerve, qui est là pour braquer une personne en particulier. Ils utilisent ça tout le temps, mais de manière super mal gérée. Je m'explique. Quand un personnage chante et qu'il est seul sur scène, la lumière le braque, ok, l'accent est mis sur lui. Mais c'est très rare qu'il y ait des chansons vraiment solo. Même les chansons solo, souvent, il y a au moins un danseur avec. Et ben là, du coup, le spot qui braque d'abord une personne, et puis il y a l'autre personne qui arrive, du coup il passe à l'autre, et puis il sait pas laquelle des deux illuminer. C'est n'importe quoi, alors que il y avait des lumières au plafond, parfois c'est arrivé qu'une personne chante en bas et l'autre à l'étage surélevé. Pourquoi les spots du haut n'éclairaient pas cette personne pendant que le grand spot qui est là pour faire le focus sur l'autre chanteur ne le faisait pas sur la personne du bas? Je veux dire, il y a plein de passages où les spots en haut étaient éteints et t'avais ce pauvre gars qui était là à essayer de gérer la lumière qui passait de l'un à l'autre. En plus, c'était géré mais vraiment n'importe comment. Le gars, c'est un mec random qu'ils ont trouvé dans la rue, qu'ils ont embauché le jour même. Je suis désolé, je suis giga méchant pour ce mec. C'était n'importe quoi. Après, j'imagine qu'il était pas tout seul à gérer ça, mais il y en avait vraiment pas un pour acheter l'autre. Parce que comme je disais, quand il y avait 2 personnes sur scène, ils savaient pas quand passer de l'un à l'autre, ce qui fait que parfois t'avais une personne qui chantait et elle n'était pas éclairée alors que l'autre faisait rien, mais quand les deux chantaient, il y a qu'une seule lumière, du coup on sait pas trop lequel des deux éclairé, et en plus quand ils passaient de l'un à l'autre, c'était mal géré, on voyait que la lumière vacillait, qu'il arrivait pas bien à suivre le personnage quand il marchait, la lumière était très saccadée, enfin il y a rien qui allait, il y a vraiment rien qui allait. Voilà, donc entre ça, les spots duo qui étaient pas allumés quand ils auraient pu l'être, qui étaient allumés à tel point qu'on voyait pas ce qui se passait au-dessus parce qu'ils éclairaient le bas, enfin vraiment au niveau lumière, il y avait rien qui allait. Ah oui, et aussi, à un moment, ils ont découvert une fonctionnalité de la lumière peut projeter une lumière en forme de rose, et à un moment c'est projeté en forme de rose comme ça, sans aucune putain de raison, et on voit que ça change, de base c'est un rond lumineux, puis d'un coup ça devient rose, puis ça rechange, je sais pas, le gars il s'amusait en pleine pièce, enfin, non mais vraiment c'était scandaleux. Mais bon, j'ai dit qu'il y avait rien dans la régie qui allait. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que les lumières qui posaient problème. Les tombées de rideaux. Mon Dieu. Je parle pas du rideau de la scène qui peut s'ouvrir et se fermer, je parle
de celui qui monte et qui se descend pour les changements de scène par exemple. Alors déjà, il y avait un côté rouge, un côté bleu. C'était juste deux voiles qui étaient attachés au milieu et c'était pas très joli. Un bête truc noir aurait fait le taf les gars. Mais bon, c'est pas encore trop grave. Ça m'a pas arraché la rétine. Ce qui m'a arraché la rétine par contre, c'est de voir le gars qui baissait le rideau, qui le remonte trop tôt à tel point qu'on voit un technicien encore installer une chaise ou je sais plus quel meuble alors que ça devait pas être le cas. Gênant. Bien, à l'inverse, parfois il descend le rideau trop tôt. Il y a des personnages qui sont déjà à l'avant de la scène. Roméo doit les rejoindre. Roméo a même pas le temps de les rejoindre, que le rideau est déjà descendu et du coup il doit passer sur le côté. Alors qu'ils sont en train de parler à Roméo et on voit Roméo qui veut répondre et on voit ce rideau qui s'abaisse devant lui. Oh, mon dieu, c'était si gênant, c'était si gênant. Bien aussi, il y a des fois, on sent qu'après la première bourde du gars, quand il a relevé les rideaux trop tôt et qu'on a vu le mec installer le meuble, on sent qu'après il a eu un peu peur parce qu'il y a eu plusieurs fois à l'acte 2 où c'est un changement de scène et à un moment on voit qu'il veut remonter les rideaux, mais on sent qu'il remonte très lentement parce qu'il n'ose pas le faire trop tôt et on voit à un moment que ça se remonte un peu, mais en fait ça s'arrête, ça se remonte pas et puis ça remonte. Mec, t'as un temps tu dois le monter, t'as un temps tu dois le fermer. T'es censé connaître ça. Et je parle pas de toutes les fois où il a baissé le rideau trop bas. Il y avait une partie du sol qui était vraiment écrasée un peu sur la scène, et tandis que le haut, on voyait bien qu'il était un peu trop bas. Il y avait vraiment rien qui était bien géré. Autant ça que les lumières. Et je comprends vraiment pas comment c'est possible parce que il y a eu des répétitions dans cette salle. Et quand bien même la version que j'ai été voir, c'était pas du tout la première représentation. Donc les gars qui ont fait ça, ils l'ont déjà fait en toute logique. Ou alors ceux d'avant qui connaissaient bien leur taf étaient tous malades et ils ont engagé d'autres gens, je sais pas. Mais je ne comprends pas comment c'est vraiment possible que ce soit aussi mal géré. Je sais pas c'est la faute de qui, je sais pas si c'est la troupe qui a des techniciens à eux qui les suit, je sais pas si c'est les techniciens de la salle, je sais pas. C'était véritablement scandaleux. Heureusement, ça n'a pas gâché toute la pièce, mais ce manque de professionnalisme, comment tu peux rater ça? Surtout que, comme je disais, c'est pas la première fois qu'ils ont dû répéter ça. Ils sont censés connaître la pièce, ils sont censés savoir quand ils doivent faire quoi, et que si jamais il y a des soucis avec des lumières en se disant « Ah oui, mais là il y a deux personnes, j'ai qu'un seul spot, comment on fait ?» Ils auraient dû savoir tout ça. Tous les problèmes qu'il y a eu là sur scène quand j'ai vu la pièce, c'était pas censé se passer. Et quand bien même, comme je le disais, c'était pas du tout la première représentation que j'ai vue. Des soucis peuvent arriver, mais à ce moment-là, il faut les corriger parce que là, c'était pas quelques petits couacs parfois, c'était vraiment des couacs tout le temps. Et ah oui, j'ai pas parlé des micros non plus. Ah, j'ai failli oublier les micros. Oh, oh là là. Alors les micros, ils arrêtaient pas de faire n'importe quoi. Autant, parfois, je sais plus si j'en ai parlé ou pas. Je sais plus. Bref, mais en tout cas, quand j'étais voir Elisabeth au festival Bruxellon, il y avait parfois des petits soucis de micro, dans le sens où parfois les personnages se mettaient à chanter et leur micro n'était pas allumé assez rapidement. On n'entendait que quand ils commençaient à chanter, on n'entendait pas assez fort leur voix et que vraiment quelques secondes après, là le micro s'allumait. Et voilà, c'est des petits couacs qu'il y a eu, mais là on est clairement sur 3 levels au-dessus avec Roméo et Juliette. Les micros faisaient tout le temps des interférences. Vous savez, quand il y a 2 micros trop près l'un de l'autre, ça fait un son aigu juste horrible. Et c'est arrivé plusieurs fois que ça fasse ce souci là et on sent très bien que ça gênait les acteurs qui essayaient de garder leur professionnalisme. Mais voilà, il y a eu ça. Il y a eu parfois des micros qui étaient mal allumés, mais pas qui s'allumaient un peu trop tard comme dans Elisabeth, qui étaient vraiment parfois, je sais pas s'ils étaient complètement éteints ou s'ils avaient un bug qui fonctionnait pas, mais parfois il y avait certains chanteurs qu'on n'entendait pas du tout comparé à d'autres, ou en tout cas leur voix était nettement moins importante comparée à celle des autres. Et j'ai bien vu plusieurs fois des comédiens qui essayaient d'ajuster leur micro parce qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient pas bien mis, ils se disent pourquoi on m'entend pas, enfin voilà. Surtout que bon, même que le micro soit là ou là, ça sert à rien de l'ajuster. On est censé t'entendre. Il y a des tas de comédies musicales où leur micro il est carrément là quoi, donc c'est un micro qui est censé être fait pour ça. Donc les pauvres comédiens qui essayaient de rajuster le micro, c'était pas nécessaire en fait, parce que voilà, c'était pas votre faute. Enfin voilà, ça c'était le point technique. C'est la première fois que je parle des détails aussi techniques dans une pièce, mais c'est la première fois de ma vie que je vois un truc pareil. Voilà. Bon, maintenant je crois que j'ai assez dit les gros points négatifs. On va passer au reste, et le reste c'est que du positif, et heureusement, parce que si ça n'avait pas été le cas, je serais pas reparti de la pièce aussi hypé. Je sais que là, quand on m'entend dire tout ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette vaste blague, c'était quoi cette connerie que t'as été voir, comment tu as pu ressortir hypé de ça. Autant de points négatifs qui ne sont pas des moindres. Comment j'ai pu autant apprécier la pièce, bah c'est grâce au reste qui était vraiment top. On va d'abord passer sur les décors. Alors, dire qu'ils étaient incroyables ou vraiment top,
c'est quand même un bien grand mot. Ils étaient bien, ils étaient très bien. Donc comme je le disais, il y avait d'une part la scène, le sol quoi, et puis il y avait cet espace surélevé qui pouvait parfois servir de balcon pour Juliette, de chambre pour Juliette, ou bien quand on voit les Capulets qui sont à l'étage. Enfin, dans la plupart des représentations de Roméo et Juliette, il y a toujours au moins 2 étages. Là, les décors pour cet étage-là, c'était pas des vieux échafaudages comme ils font souvent au Japon. C'était vraiment des décors. Il y avait un décor de balcon, de bâtiment, avec du lierre un peu qui tombait, il me semble. Ça cassait pas 3 pattes à un canard. Mais c'était relativement bien fait, ça mettait très bien dans l'ambiance de Roméo et Juliette. Tout n'était pas parfait, par exemple dans le fond il y avait une espèce de grande vitre. Ce qu'ils ont pris pour donner l'effet de fenêtre, c'était du papier couleur aluminium, voilà, très argenté. On voyait parfois le papier qui bougeait un peu, bon voilà, c'est des petits détails. Les décors en eux-mêmes, par exemple pour les rampes, il y avait des espèces de petites colonnades. Quand on faisait vraiment attention aux détails, on voyait que parfois le bas d'une des colonnades était un peu de travers, un peu abîmé ou quoi. Mais c'est vraiment des détails et le décor faisait pas décor cassé ou décor de maternelle quoi. Non, c'était bien, voilà, ça aurait pu être mieux mais c'était bien. Le seul truc que j'ai un peu moins aimé, c'est que quand ils étaient vraiment dans un total autre environnement, par exemple dans l'église chez le Père Laurent, c'est l'exemple le plus flagrant qui me vient, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ils ont fait descendre des panneaux sur lesquels étaient représentés des vitraux. Mais ces panneaux, ils étaient devant le décor qui était toujours là. Bah du coup, ça faisait vraiment beaucoup d'informations. On avait ce décor de balustrade, balcon en pierre, etc. qui était à l'arrière. Et puis, on avait ces panneaux en bois qui représentaient des vitraux là devant. Mais le décor derrière n'était pas effacé. Du coup, on avait un trop plein d'informations. Ça faisait un peu brouillon. Et on n'avait pas vraiment l'impression d'être dans une église non plus. Donc ça, je trouvais que le rendu n'était pas du tout correct. Mais bon. Comme je le disais, ça ce n'est qu'un détail. Ou bien aussi par exemple à la fin de la pièce, on a Roméo et Juliette tous les deux allongés sur une table, mais la table est à la même hauteur pour les deux. Du coup quand Juliette est devant, Roméo qui est allongé de l'autre côté, ben tu le vois pas, à moins que tu sois vraiment très haut dans les gradins. Là tu vois un peu la scène de plus haut, donc j'imagine que tu vois les deux. Mais sinon les deux sont à la même hauteur et tu les vois pas dans les autres versions. L'un est un peu surélevé par rapport à l'autre il me semble, et du coup on voit les deux couchés l'un à côté de l'autre. Là c'était pas le cas et voilà, ça posait un peu souci. Il y avait aussi par exemple le lit de Juliette qui du coup était sur ce balcon et tu voyais clairement qu'il était trop haut. On voyait en dessous les roulets, qui fait que c'était pas un vrai lit. Pourquoi ne pas avoir mis une couverture qui allait jusqu'au sol pour que ce soit plus joli et qu'on ne voit pas l'envers du décor tout simplement. Ou bien aussi le fameux balcon, l'ouverture était un peu trop petite pour les acteurs, souvent ils devaient se pencher pour passer en dessous. Il y avait aussi un espèce de projecteur de fumée, je ne sais pas comment on appelle ça, qui devait pas être caché par un tissu parce que sinon la fumée est bloquée, mais du coup on le voyait très fortement, il n'était pas du tout caché, on le voyait clairement dans l'ouverture en dessous de ce balcon. Enfin voilà, il y a plein de petits couacs par-ci par-là, mais globalement les décors ils faisaient le taf, ils mettaient dans l'ambiance, c'était pas parfait, mais ça allait, franchement ça allait, je vais pas cracher dessus, voilà. Maintenant, passons au gros point négatif, qui est celui qui a vraiment sauvé la pièce, si je puis dire, les chansons, ou plutôt l'interprétation. Parce que je vais pas reparler des chansons en elles-mêmes, le texte était les mêmes, globalement. Il y avait parfois un petit mot par-ci, un petit mot par-là qu'ils avaient changé, mais globalement les paroles étaient les mêmes. Je sais pas si c'était toujours changé volontairement, je dis ça parce que à un moment, le prince de la ville se trompe dans son dialogue, et ce n'est pas un changement volontaire, ça se voit qui s'est trompé parce que la phrase perd un petit peu son sens. Voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que ça peut arriver, et pour sa défense, il était peut-être aussi un petit peu décontenancé par tous les soucis qu'il y avait autour, c'est-à-dire les problèmes de micro, de lumière, de ceci, de cela. Je sais qu'il faut rester professionnel en tout point et que c'est pas une excuse, mais voilà, on est tous humains, ça peut arriver, je vais pas m'attarder dessus. Du coup, revenons-en à l'interprétation. Tous les acteurs chantaient vraiment bien. Il y en avait qui étaient un peu en dessous du niveau de certains, mais dans la globalité, ils chantaient tous vraiment très bien. Et surtout, ils jouaient tous vraiment très bien, et ça c'est rare. Mais restons d'abord sur le chant. Donc déjà, Roméo et Juliette chantaient incroyablement bien. Ils avaient vraiment de très belles voix. Le prêtre, on est habitué à cette voix très rauque de la version originale. Là, il avait une voix pas du tout comme ça. Il avait une voix presque de chanteur d'opéra, une voix très lyrique. Ça allait très bien au prêtre. Les deux mères, elles ont aussi des voix qui font tellement le taf. Je pense à La Haine. Donc La Haine, on a ces deux voix dans la version originale très opposées. Celle de la mère de Juliette qui est plus claire, et puis celle de la mère de Roméo qui est très rauque. Là, elle était pas vraiment rauque comme ça, mais elle avait aussi une voix grave, et
tout son look. Elle avait des longs cheveux noirs, un peu ondulés, une robe avec un corsage, et elle dégageait vraiment un certain charisme. Elle en imposait vraiment, elle était top top top. La mère de Juliette, elle avait une voix un peu nasillarde, mais pas dans le mauvais sens du terme. Je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais sa voix était vraiment agréable à écouter. Elle était en super contraste justement avec la mère de Roméo pour Tybalt. Il chantait pas mal, il avait une voix aussi très particulière, et en fait je le regrette parce que j'aurais aimé qu'il se démarque plus en fait. Je sais pas si c'était à cause d'un problème de micro ou si c'est lui qui chantait pas assez fort, mais je trouvais qu'il se démarquait pas assez des autres, alors que bon, Tybalt, c'est pas un personnage anodin. Il a quand même des chansons relativement emblématiques. Et là, ses interprétations des chansons étaient vraiment pas mémorables, ou en tout cas dans un niveau vraiment moindre que les autres interprétations qu'on a pu avoir, et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il jouait Tybalt d'une manière vraiment très intéressante. Je pense notamment à la mise en scène du passage où il chante sa fameuse chanson où il se plaint d'être seul et ceci, cela. Il y avait des gens du clan Capulet qui étaient là avec lui, et du coup quand il était là en train de chanter en se plaignant un peu de sa condition, de sa vie si dramatique, on voyait les autres membres du clan Capulet qui se regardaient en mode... Ils avaient vraiment l'air de se dire, bah c'est bon, c'est Tybalt qui nous refait une crise, est-ce qu'on doit faire quelque chose pour le consoler? Je sais pas trop, enfin... Même eux avaient l'air de le trouver cringe, et ça, j'ai adoré parce que le metteur en scène, du coup, qui a décidé de faire ça comme ça, bah lui-même avait compris que cette scène était giga cringe et que Tybalt était une drama queen puissance x 1000, et du coup, d'avoir mis ça en scène comme ça, en mode... Même les membres du clan Capulet le prennent plus trop au sérieux parce qu'ils savent que c'est une drama queen. Ça m'a fait mourir de rire. Il y a un autre passage aussi comme ça très comique où c'est la nourrice de Juliette qui va essayer de trouver Roméo pour savoir s'il veut demander la main de Juliette, etc. Et bon, quand elle arrive, tout le monde sauf Roméo et un peu tous les Montaigu qui se foutent un peu d'elle. Et à un moment, elle est un peu entourée par Benvolio et Mercutio, et puis elle arrive à s'extirper d'eux, et du coup les deux se rejoignent et s'embrassent de manière totalement inintentionnelle, et du coup ils s'écartent vivement, et puis t'as Benvolio qui lâche à Mercutio. Eh ben Mercutio, je te connaissais pas comme ça. C'est très marrant, c'est très marrant. Tout ça, ça fonctionnait de ouf, et c'est de très bonnes idées qui apportaient un vrai naturel à la pièce. Donc je remercie vraiment le metteur en scène, ou je sais pas qui a décidé de ça, si c'était spontané de la part des acteurs, mais tout ça n'aurait pas été aussi bien sans bien évidemment le jeu des acteurs. Tous les acteurs chantaient très bien comme je le disais, mais surtout ils jouaient tous vraiment extrêmement bien. Ça fait vraiment du bien. Après la dernière version française qu'on a vue avec des Roméo et Juliette, mais surjoués à mort, là, on était dans totalement autre chose. Autant Roméo que Juliette jouaient de manière vraiment très naturelle. Prendrais pour exemple toutes les fois où il y a Benvolio qui va chez Roméo pour lui parler. Tous ces dialogues sont vraiment très naturels. Il répond pas à Benvolio en mode « Qu'y-a-t-il, Benvolio ?» Parce que no joke, c'est vraiment comme ça, premier degré, sans aucune exagération, que jouait le Roméo de la version de base. Là, il répondait, je vais pas l'imiter parce que il parlait normalement, en fait, comme moi je parle maintenant. Et pareil pour Juliette, qui était aussi vraiment très naturelle. Je parle surtout de Roméo et Juliette parce que c'est vraiment eux qui étaient overjoués dans la version originale, mais tous les acteurs jouaient très bien, et d'ailleurs pas que quand ils parlaient, mais aussi quand ils chantaient. Le moment après que Roméo ait été banni, le dernier instant de Roméo et Juliette, où il lui dit qu'il doit s'en aller en chantant, etc. Et là Juliette lui répond un moment je ne peux pas vivre sans toi. Elle a l'air vraiment exaspérée de la situation quand elle chante cette phrase « Je ne peux pas vivre sans toi ». Elle est vraiment énervée par la situation, tandis que dans la version 2000 c'était vraiment « Je ne peux pas vivre sans toi ». Voilà, je schématise, mais c'était vraiment comme ça que c'était à l'époque. Ou bien on a aussi le prêtre, hein, je disais qu'il chantait très bien, mais lui aussi jouait très bien. Autant parfois je trouve qu'il en faisait un peu trop quand il jouait, mais il y a certains moments où c'était juste parfait. Et ça, je pense notamment à la dernière chanson du prêtre, qui est une chanson que j'adore, je sais plus, j'en ai parlé dans ma première vidéo. C'est une chanson où il remet en doute plein de trucs parce qu'il s'est passé un événement terrible, et il se sent à la fois coupable, à la fois il trouve que les hommes sont coupables de ça, il sait pas si c'est Dieu aussi qui est coupable d'avoir fait en sorte que ça se passe comme ça, et il est totalement désemparé, et il se dit mais merde, pourquoi la vie elle est si cruelle en fait, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et du coup c'est une chanson où il dit je sais plus si je crois en l'homme ou si je crois plus, si Dieu est encore dans ma rue, je sais plus, je suis perdu. Rien que de lire le texte j'ai des frissons, je déconne même pas. Waouh. Non mais vraiment cette chanson, je crois que c'est la chanson de Roméo et Juliette qui me provoque le plus de frissons, parce que surtout à l'époque, en l'occurrence on sait pas trop quand ça se passe parce que entre les différents costumes là, voilà, on va pas revenir dessus, c'est quand même un prêtre qui remet sa foi en question, sa foi envers Dieu, sa foi envers lui-même, sa foi envers les hommes.
pas rien, c'est giga fort comme scène. Ça commence où il chante d'un air vraiment triste, profondément attristé, et au plus il avance dans sa chanson, au plus on sent un mélange peut-être de colère et de tristesse qui grandit en lui, et à la fin il chante presque en criant, presque en pleurant, je sais plus, non je sais plus. Dans la version originale c'est comme ça, dans la version là que j'ai vue, au moment où ça commence vraiment à monter, où le crescendo se fait de plus en plus ressentir, on a les deux familles qui arrivent chacune d'un côté de la scène pour voir un peu ce qui se passe, et là le prêtre il en a plus rien à foutre, il est vraiment ailleurs, il se précipite sur les uns, sur les autres en les secouant, je sais plus, non je sais plus, il est vraiment au bout de sa vie, il crie, il n'en peut plus. Ça a rendu la scène, mais encore, déjà elle était forte de base, mais là encore plus prenante et puissante qu'elle ne l'était déjà. J'ai vraiment eu les larmes aux yeux. Autant il y a plein de passages dans Roméo et Juliette qui peuvent faire chialer parce que c'est Roméo et Juliette, un Shakespeare, voilà. Mais ce passage-là, c'est vraiment celui qui m'a mis les larmes aux yeux. Vraiment, je tire mon chapeau à cet acteur, à ce chanteur, à cet homme. Sa performance était oufissime. Sinon, à part la performance des deux mères de Roméo et Juliette, du prêtre, je saluerai aussi la performance de la nourrice que j'ai trouvé vraiment super chouette. Je crois que je salue les performances de toutes les nourrices que je vois en fait. Elle dégageait vraiment une certaine sympathie, elle jouait aussi de manière très naturelle, très enjouée. Elle était un peu plus jeune que les nourrices dont on a l'habitude, et souvent quand je vois des nourrices plus jeunes, on sent que les actrices essayent de faire un petit peu de daronne pour Juliette alors qu'elle a pas l'air si âgée que ça, et du coup ça crée un décalage qui ne le fait pas forcément. Là, elle était jeune et on sentait qu'elle assumait le fait qu'elle était plus jeune que la plupart des nourrices qu'on peut voir. Elle était vraiment très enjouée, presque comme une grande enfant, mais une grande enfant qui a quand même conscience des choses de la vie, quoi. Elle était pas immature, une grande enfant, mais qui dégage vraiment une maturité. Elle dégageait vraiment quelque chose de chouette, et elle jouait très bien, elle chantait très bien. Elle m'a fait passer un super bon moment. La nourrice, gros point positif de la pièce, et aussi gros point positif parce que c'est la seule qui avait une robe parfaitement à sa taille, juste une robe longue, rouge. Ça s'arrête là. C'est simple, c'est épuré, c'est bon. Comme je le disais, j'étais un peu déçu de la performance de Tybalt qui avait l'air de jouer de manière vraiment très intéressante. J'ai fait référence à sa scène où t'as les membres du clan Capulet qui le prennent pas trop au sérieux parce que c'est une giga drama queen. Mais dès le tout début de la pièce, on sent par son jeu, par sa posture, par ses regards, qu'il est comme ça. Les autres Tybalt, c'était pas le but qu'il soit drama queen, c'était un personnage qui se voulait premier degré, sérieux et dramatique, sauf que ça a fait un rendu un peu cringe au final. Là, dès le début, on sent que c'est un personnage plus immature, moins imbu d'elle-même en fait. Les autres Tybalt étaient vraiment je suis Tybalt, machin. Là, on le voyait vraiment torturé, mais pas torturé de la même manière que les autres. Il avait l'air moins confiant envers lui-même, et je parle pas du tout de l'acteur, je parle vraiment du personnage de Tybalt. Malgré ses performances qui je trouve étaient un peu effacées, et je trouve ça dommage, il a quand même réussi, avec plein de petits détails, à retranscrire une autre version de Tybalt que j'avais jamais vue avant en fait, et c'est pour ça que je suis vraiment frustré qu'il se soit pas plus démarqué dans le chant, surtout quand c'était son moment. Allez, c'était à toi quoi. Et voilà, c'est très dommage. Et aussi autre petit point négatif pour Mercutio, je le trouvais un petit peu timide, peut-être parce que en fait faut savoir que ce Mercutio n'est pas l'acteur original de Mercutio. À la base c'est un autre acteur qu'ils avaient casté pour Mercutio, et celui que j'ai vu là sur scène était sa doublure. Pourquoi je ne sais pas, peut-être que l'autre acteur s'est cassé un bras ou a glissé sur une peau de banane, je ne sais pas. Peut-être que c'est ça qui a fait qu'il n'était pas totalement à l'aise, mais malheureusement ça se voyait, il avait l'air moins sûr de lui que les autres. Il avait aussi offert une très bonne performance, mais on sentait malheureusement qu'il se démarquait moins. Mais voilà, c'était pas flagrant fois 300 000 non plus. Globalement, tout le monde était très bien, et bah c'est d'ailleurs pour ça que j'ai passé un si bon moment. Malgré les énormes problèmes de costume, les énormissimes problèmes de régie, bah le reste ça le faisait. J'ai retrouvé les chansons de Roméo et Juliette, j'ai vu ces acteurs jouer les rôles dans ces couleurs, dans ce décor, dans cette ambiance. J'ai vraiment retrouvé Roméo et Juliette. Et bon, je critique plein de trucs, mais je sais que c'est pas une excuse, mais faut dire que la version originale, il y avait aussi plein de trucs qui étaient critiquables, et des trucs bien plus graves, dans le sens le jeu des acteurs quoi. Parce que même si les costumes, bah c'est giga important, comparé aux performances vocales, au jeu des acteurs, etc., il y a quand même des échelles d'importance. Donc voilà, il y avait des énormes points négatifs, mais les énormes points positifs qu'il y avait ont clairement contrebalancé. Comme je disais, je suis vraiment ressorti de là en me disant putain, j'ai vu Roméo et Juliette. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.